Et nous devons faire le point, régler ces problèmes avant de procéder au paiement des arriérés. Et là également, nous allons le faire parce que nous avons des ressources pour le faire. Mais je ne le ferai pas tant que je n'aurai pas la certitude que nous allons payer des fausses factures. Maintenant, en matière de croissance économique, en matière de stabilisation financière, la Côte d'Ivoire, l'année dernière, a eu une chute de sa richesse nationale qu'on appelle le produit intérieur brut de 5%. Cette année, nos estimations sont que nous serons en une croissance de plus de 8%. Ça veut dire que ça va mieux. Mais vous me direz que cette croissance... Vous me direz, moi je suis un économiste d'abord, cette croissance, bien qu'elle soit forte, elle n'est pas encore descendue au niveau du panier de la ménagère. Ce qui est normal, parce que cette croissance est tirée par les investissements, les gros investissements, l'université, les hôpitaux, les routes, création d'emplois dans ce secteur. C'est également un point important de mon programme. Je suis confiant quant en ce qui concerne l'aspect économique. L'aspect financier. Nous avons trouvé un pays qui avait des déficits partout. Des entreprises publiques, telles que la Société ivoirienne de raffinage et autres, qui étaient au bord de la faillite. Il fallait les restructurer. Les restructurer, qu'est-ce que ça veut dire? Que quand une entreprise fait un déficit de 100 milliards, en un an, nous éliminons ces déficits. Et donc, ça veut dire que l'année d'après, cette entreprise non seulement créera des emplois, mais également va dégager des bénéfices qui permettront de faire des investissements et peut-être de contribuer à réguler de manière plus raisonnable les prix des produits qui sortent de leurs usines. Donc, il y a tout un programme, il y a tout un plan, et ça se déroule normalement. Je peux comprendre l'impatience de mes compatriotes, mais cette impatience est due au fait que ça va mieux. Si ça n'allait pas mieux, je n'aurais pas cette demande d'aller plus vite. La France, Monsieur le Président, avait promis une aide. Vous avez accompagné dans votre aventure qui vous a installé au pouvoir après les élections. Par son intervention. La France ne m'a pas installé. J'ai été élu démocratiquement par les Ivoiriens. Grâce à son intervention. Et il y a eu donc cette crise post-électorale. Les Nations Unies ont pris une résolution parce que les Nations Unies avaient supervisé cette élection. Et à l'issue de cela, le président sortant n'avait pas voulu partir. Des armes lourdes étaient utilisées et au vu de cela, les Nations Unies ont demandé l'intervention des forces de l'ONUCI. Et comme les questions donc, de sécurité sont réparties par zone, la France a eu l'obligation d'accompagner les Nations Unies. Donc je ne veux pas rentrer dans ce débat. Monsieur le Président, on ne va pas revenir dessus, mais vous avez quand même bénéficié de l'appui de la France et d'un ami qui était le président Nicolas Sarkozy. Non, écoutez, ce n'est pas une question d'amitié. Quel qu'ait été le gouvernement français, ce gouvernement français serait intervenu. J'ai travaillé dans les institutions internationales pendant des décennies. Je sais comment le monde est géré. Et donc ce n'est pas une question d'amitié, c'est une question de responsabilité. La responsabilité de cette zone est bien connue. Ceci étant, il y a eu donc cette intervention. Cette intervention a permis de régler le problème du départ de l'ancien président avec les troupes ivoiriennes. Alors on avait promis dans le même temps. Ils avaient promis des ressources, 300 millions d'euros. Cet argent a été décaissé. Savez-vous que pendant 3 mois, les Ivoiriens ne recevaient pas un sou pour la plupart de leur salaire. Les fonctionnaires n'étaient pas payés. Ce montant a permis de payer les arriérés de salaire. Et c'était admirable ce qui a été fait. Cette crise a pris fin le 11 avril. Parce que nous avons un ministre des Finances parmi les meilleurs, qui était à Paris pendant cette période, sur mes instructions, Charles Dibikofi, qui a négocié un paquet pour que dès la mise en place du gouvernement légal, légitime que nous sommes, des ressources puissent arriver pour nous permettre d'éponger les arriérés pour le mois de février, de mars et d'avril. Et c'est ce qui a été fait. Dès fin avril, nous avons pu payer les fonctionnaires, leurs 3 mois de salaire. C'est quand même admirable. Alors, la France a fait sa part en matière de soutien financier et je m'en félicite. Entièrement? Oui, vous savez, je ne dépendrai pas de la France pour payer mes salaires. Je considère qu'elle a fait sa part et que nous avons une dette de gratitude à l'endroit de la France. C'est une très bonne chose, mais maintenant, la gestion des finances publiques de la Côte d'Ivoire doit être la seule responsabilité de la Côte d'Ivoire. Moi, je n'irai pas à Paris demander un soutien quelconque pour gérer mon pays.
je considère que la Côte d'Ivoire a les cadres nécessaires, a les ressources qu'il faut. Et c'est comme produire cela, ses propres ressources. Bien sûr, nous n'avons pas besoin de qui que ce soit. Nous avions cette période post-crise qui demandait un soutien ponctuel. Ce soutien a été donné et maintenant la page est tournée. Et que répondez-vous à ceux qui estiment que ce soutien a surtout été donné aux entreprises françaises qui opèrent ici, à Côte d'Ivoire? Vous savez, ce n'est pas vrai. Les gens disent du n'importe quoi. Ce n'est pas vrai. Il y a eu un soutien global. La majorité de ce montant a été utilisé à régler les problèmes des salaires. C'est nous-mêmes qui avons pris sur nos propres ressources pour essayer de régler un certain nombre d'urgences au niveau de certaines entreprises. Mais les entreprises françaises sont nombreuses en Côte d'Ivoire. Elles procurent quasiment plus de 60% des recettes fiscales. Elles ont une comptabilité régulière, contrairement à beaucoup d'autres entreprises. Le règlement de la dette se fait sur la base de la régularité des opérations. Donc voilà, ce n'est pas une question de choix des entreprises françaises par rapport à d'autres entreprises. Ce n'est pas ma conception des choses. Il y a un an, l'un des plus graves problèmes dans ce pays était celui de la sécurité. Il y avait des viols, il y avait des arrestations arbitraires, il y avait une police qui n'était pas véritablement formée pour cela. Certains ont parlé ici des frères Cissé, pour en rire. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est restructuré, cette sécurité dans ce pays? Est-ce que les viols ont diminué? Est-ce qu'on a une vraie force de sécurité en Côte d'Ivoire? Tout à fait. La sécurité s'est bien améliorée. Vous savez, les indices sont passés de 4 à 1. Donc la Banque africaine de développement revient bientôt parce qu'elle estime que la sécurité est bonne, même niveau qu'en Tunisie. Les ambassades reviennent. L'ambassade de Grande-Bretagne vient de faire revenir donc son ambassadeur et ainsi de suite. Beaucoup de structures, d'organisations internationales qui étaient absentes sont revenues. Pour vous, on est au niveau d'avant, Monsieur le Président? On est au niveau d'avant. On est au niveau d'avant et je reçois tous les matins le rapport de la police sur le nombre de véhicules volés, le nombre de bandits arrêtés, le nombre de viols, etc. et même des cadavres qui sont découverts ici et là. Et nous sommes à des indices pratiquement maintenant, tout est normalisé. De temps en temps, effectivement, il y a une poussée. Ça peut durer 1 ou 2 jours parce que Abidjan est une très grande ville, une ville de 6 millions d'habitants. Mais en dehors de ça, c'est une situation normalisée. Maintenant, je vais aller plus loin. Je vais assurer la quiétude et la tranquillité des Ivoiriens. Je ne veux pas qu'il y ait une quelconque angoisse de mes compatriotes par rapport à ces rumeurs de ceci ou cela. Et c'est pour cela que j'ai pris moi-même la responsabilité de la défense. Justement, n'était-ce pas parce que ça ne marchait pas? N'était-ce pas parce que vous estimiez qu'il était plus difficile de réunir ces deux armées qui existaient dans ce pays? Parce que je vais aller plus loin. Les deux armées sont complètement réunifiées. Complètement, Monsieur le Président, puisqu'on sait qu'entre eux, ils se battaient, même quand il fallait faire du sport, c'était une grande bagarre. Vous voyez, vous venez de confirmer que nous avons fait des progrès considérables. Il y a 1 an, ce sont des gens qui se battaient même à l'occasion du sport. Aujourd'hui, que ce soit donc les militaires, les gendarmes, les policiers mènent des missions conjointes. Et j'ai rétabli la hiérarchie dans l'armée. Maintenant, nous sommes dans un environnement où je m'emploie à dire à l'armée en général que l'état de droit doit être respecté. Et comment on peut intégrer toutes ces personnes qui n'avaient aucune formation militaire, qui étaient venues pour... Non, toutes ces personnes n'ont pas été intégrées. Nous avons intégré une dizaine de milliers et le gros reste à démobiliser. Et ça, c'est un souci que j'ai et sur lequel je suis en train de travailler. C'est un problème important parce que beaucoup de jeunes ont pris les armes pendant cette période critique pour la Côte d'Ivoire. Et parce que les policiers, les gendarmes ont abandonné leurs armes, leurs tenues, et donc les jeunes gens sont venus, s'en sont accaparés et font de la résistance. Mais on ne peut pas les prendre, tous ces 40 ou 50 000 jeunes, dans l'armée. Qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, il faut les démobiliser, ça veut dire il faut les désarmer. Il faut ensuite trouver des emplois. Il y a certains qu'on pourra faire entrer dans l'armée, dans la police, la gendarmerie. Donc j'ai pris la défense précisément pour faire ce travail de restructuration, de démobilisation, de désarmement et surtout de réinsertion.
et j'ai un ministre délégué qui m'assiste, mais ce sont des décisions urgentes à prendre, ce sont des décisions qui, pour la mise en œuvre, demanderont des moyens considérables. Et je considère que j'ai tout de même une certaine crédibilité qui me permettra d'avoir les ressources nécessaires pour mettre en place cette réforme du secteur de sécurité. Donc les choses sont en cours. Nous avons un Conseil national de sécurité qui se réunit une fois par mois sous ma présidence avec tous les ministres concernés, y compris les ministres de souveraineté tels que la justice, l'économie et les finances. Justement, on va en parler de la justice. On va en parler de la justice qui est l'un des plus gros débats ici, un an après, puisqu'aucun procès n'est ouvert aujourd'hui. On va parler aussi de la réconciliation nationale qui semble un peu au point mort. Et puis on parlera de la sous-région qui s'enflamme, le Mali, la Guinée-Bissau, puisque vous êtes le président en exercice de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Un an après, on avait promis la réconciliation nationale, et le seul geste que l'on ait vu, et qui peut-être a rendu les choses un peu plus difficiles, c'est l'extradition du président Laurent Gbagbo à La Haye. Un an après, pourquoi n'y a-t-il pas de procès? Pourquoi est-ce le seul qui finalement répond de ce qui s'est passé dans ce pays devant une justice internationale en plus? Mais je pense que vous êtes un peu sévère de dire qu'un an après, il n'y a eu que l'extradition de l'ancien président. L'ancien président a la place qu'il mérite, puisqu'il a commis des crimes graves, des crimes contre l'humanité. Il est jugé à La Haye parce que juger ici, cela aurait donné le sentiment que la justice n'est pas équitable. Là, la justice, elle est indépendante à La Haye, elle est équitable. Donc, tournons cette page. Il a eu la responsabilité suprême. Il a été le chef suprême des armées et cette armée a tué plus de 3000 personnes. Donc, je ne voudrais pas insister. Mais en parler trop de cela